Japon fais-moi peur, un podcast sur l'univers du kaidan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons plonger dans l'une des affaires japonaises les plus mystérieuses. Une histoire qui pourrait parfaitement être classée parmi les récits de type Hitokowa. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, il désigne des histoires effrayantes dont les événements sont directement liés à des actions humaines. Cela peut inclure des meurtres, du harcèlement, des agressions ou d'autres actes malveillants. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai demandé aux membres du serveur Discord quel type d'histoire ils aimeraient découvrir. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos préférences en matière de kaidan. Ce soir, je vais vous parler d'un fait divers japonais remontant à plus de 30 ans. En 1992, 7 jeunes ont perdu la vie dans des circonstances aussi étranges que troublantes, les uns après les autres. Ces décès se sont enchaînés sur une période de seulement 2 mois, dans un périmètre très restreint d'environ 1,2 km. Les morts survenaient presque chaque semaine. Et vous savez ce qui est le plus dérangeant ? C'est que la police a conclu que ces décès étaient pour la plupart des suicides. Et ce malgré que des éléments remettent en cause cette version. Épisode 53. La sombre affaire des 7 de Kumatori. Kumatori se trouve au sud de la préfecture d'Osaka. Cette ville située au bord de la baie d'Osaka compte environ 43 000 habitants. Et c'est dans les années 90 que cette affaire rendra Kumatori célèbre dans tout le Japon. Les victimes étaient alors âgées de 17 à 22 ans. 6 des 7 étaient des hommes et une seule était une femme. 5 d'entre eux étaient des amis proches, alors que les 2 autres n'avaient aucun lien avec eux. Commençons par un récapitulatif des victimes. Étant donné le jeune âge des personnes impliquées, les victimes ont été désignées dans les médias par des lettres et non pas par leur nom. Première victime, jeudi 29 avril. Il s'agit de X, âgé de 17 ans, ouvrier métallurgiste. Il était un ancien camarade de classe de Y, que je présenterai juste après, et avait 1 an d'avance à l'école, sur A et B, encore d'autres victimes. Même après l'école, les 4 amis continuaient à passer du temps ensemble et à faire des virées à moto. Alors qu'il traînait avec des amis et inhalait du diluant pour peinture appelé fineur, il aurait déclaré qu'il allait nager et aurait sauté seul dans un étang. Il est mort dans l'eau et la cause du décès a été déterminée comme étant une insuffisance cardiaque. Deuxième victime, vendredi 29 mai. C'est au tour de Y, également âgé de 17 ans et sans emploi. Il a été retrouvé mort par sa mère, allongé sur le dos dans sa chambre. La cause de son décès a également été attribuée à une insuffisance cardiaque, provoquée par l'inhalation de fineur. Sa mère l'avait souvent réprimandé et lui avait demandé d'arrêter d'en inhaler. Il avait perdu beaucoup de poids et son foie était devenu très faible. Jusqu'ici, vous pourriez vous dire qu'il n'y a rien de particulièrement suspect. 2 décès accidentels causés par la consommation de fineur. Mais les 5 morts qui suivront vont donner à cette affaire une tournure beaucoup plus étrange et c'est ainsi que l'affaire des 7 de Kumatori va naître. Troisième victime, jeudi 4 juin. Il s'agit maintenant de A, âgé de 17 ans et sans emploi.
il a été retrouvé pendu dans une cabane agricole. D'après les témoignages, il serait rentré chez lui vers minuit ce soir-là, avant de repartir aux alentours de 2 heures du matin. 3 heures plus tard, son corps a été découvert. La police a rapidement conclu qu'il s'était pendu lui-même. Mais quelque temps avant sa mort, il aurait confié qu'il était poursuivi par une voiture blanche. Gardez bien en tête cet élément, car vous verrez, dans la suite de notre affaire, cette voiture réapparaîtra, et pas seulement qu'une fois. Sur son corps, on a retrouvé une simple note indiquant « Merci de rembourser l'argent ». Chez lui, dans la pièce où se trouvait l'hôtel familial, une autre note listait 2 amis et les montants qu'il leur devait. Même si ses amis avaient apparemment demandé à être remboursés, les sommes en question n'étaient pas suffisantes pour aller jusqu'au suicide. Il avait arrêté l'école vers la dernière année de collège. Il devait avoir 14 ou 15 ans. Il faisait partie d'un groupe de motards appelé Kaze, ce qui signifie vent en japonais. Ce groupe avait été formé avec son ami B, qui tragiquement sera la prochaine victime. 4e victime, mercredi 10 juin. Il s'agit maintenant de B, âgé de 18 ans, qui travaillait comme ingénieur civil. Il a été retrouvé pendu dans la grange d'une maison où il aurait vécu dans le passé. Rien ne laissait présager qu'il était déprimé ou qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Au contraire, sa petite amie était enceinte et il prévoyait de se marier. Lors des funérailles de son ami A, B avait été vu en larmes, se demandant comment un tel drame avait pu arriver. Il aurait aussi encouragé ses amis, leur disant que s'ils avaient quelque chose sur le cœur, ils devaient en parler et qu'ils devaient continuer à avancer en mémoire de A. B, tout comme A, était connu en ville comme un délinquant à moto, mais il avait une réputation différente, un délinquant poli, avec des principes. Malgré sa nature rebelle et ses petits délits, il était très apprécié, comme en témoignent les quelques 400 personnes présentes à ses funérailles, y compris d'anciens professeurs de son collège. Et selon sa mère, B lui aurait confié avant sa mort qu'il était suivi par une Corolla blanche. 5e victime, mercredi 17 juin. C'est au tour de C. Il était âgé de 18 ans. C'était un ancien employé de l'entreprise du père de la victime B. Il a également été retrouvé mort dans une cabane agricole. À l'époque, il travaillait dans une auberge japonaise et faisait partie du gang de moto, Kaze. Ce qui rend sa mort très suspecte, c'est qu'il a été retrouvé avec les mains attachées dans le dos, rendant peu probable qu'il se soit pendu lui-même. Et pourtant, la police a conclu que le nœud avait été réalisé d'une manière qui lui aurait permis de le faire seul. Ils ont supposé qu'il s'était attaché pour éviter de se libérer une fois son acte accompli. Mais avant sa mort, C avait signalé à plusieurs reprises avoir vu une voiture blanche dans les mois précédents. Et 2 jours avant son décès, il en avait parlé à la mère de B au téléphone. La veille de sa mort, une ancienne petite amie qu'il n'avait pas vue depuis 6 mois lui avait annoncé qu'elle allait bientôt se marier. Des amis présents ce jour-là disent l'avoir entendu plaisanter en disant « Quelqu'un aurait une corde ?» Bien que la police ait interprété ça comme un potentiel motif, ses amis insistent sur le fait qu'il l'avait dit sur le ton de la blague, qu'il n'avait pas du tout l'intention d'agir de cette façon. 6e victime, jeudi 25 juin. C'est au tour de D, un employé municipal de 22 ans. Il a été retrouvé pendu à un arbre 1 semaine seulement après la mort de C. Son corps a été découvert dans les montagnes à la frontière de la ville voisine, mais les circonstances de son décès étaient particulièrement bizarres. Une chemise de couleur rose avait été utilisée à la place d'une corde. Une chemise, vous imaginez ? Et l'arbre où son corps a été retrouvé pendu était si haut qu'il était difficile pour lui d'y grimper seul. Mais même là, la police a conclu un suicide, alors que des habitants doutaient fortement qu'il ait pu commettre un tel acte. Le jour de sa mort, D avait quitté la maison comme à son habitude avec son déjeuner préparé. Rien ne laissait présager qu'il se passait quelque chose d'anormal. De plus, D n'avait aucun lien avec les précédentes victimes.
Et voici notre 7e et dernière victime. Jeudi 2 juillet. Il s'agit de E. Elle est la seule femme du groupe. Elle avait 19 ans et elle était étudiante à l'université. Comme pour D, elle n'avait aucun lien direct avec les premiers décès et ni même avec D. À 20h40, son corps a été retrouvé allongé sur un terrain près de son dortoir. Elle était couverte de sang avec des blessures qui laissaient penser qu'elle avait été poignardée. Un couteau à fruits abandonné a été découvert à proximité. Elle était encore en vie et aurait murmuré « Chicao, Chicao ». Ce terme peut être traduit par « ce n'est pas vrai » ou « tu as tort », quelque chose de similaire. Mais personne ne sait à qui ou à quoi elle faisait référence. Mais transportée à l'hôpital, elle est décédée plus tard dans la nuit parce qu'elle avait perdu trop de sang. Elle avait une blessure mortelle au côté gauche de la poitrine et une coupure superficielle à la nuque. Malgré ça, la police a conclu qu'elle s'était infligé ses blessures elle-même. Le jour même, un ami l'avait croisée en train de faire ses courses dans un supermarché. Elle semblait normale, comme à son habitude. Aucun signe de mal-être. Mais ce qui est étrange, c'est que dans les semaines précédant sa mort, elle avait confié à plusieurs de ses amis qu'elle était suivie par une voiture de couleur noire. Maintenant qu'on en a fini avec la liste des décès, vous n'avez pas remarqué que presque tous les décès se sont produits un mercredi ou un jeudi, à l'exception de la victime Y. Et c'est quand même étrange. Bien, récapitulons. Nous avons 7 victimes, toutes issues de la même ville, 6 hommes et une femme. Les 5 premières victimes se connaissaient. Elles évoluaient dans les mêmes cercles et étaient pour la plupart des amis proches. 2 de ces décès ont été attribués à une insuffisance cardiaque, tandis que les suivants ont été classés comme suicides. Ensuite, on a E et D, ce sont les dernières victimes. Elles n'avaient aucun lien avec les 5 premières personnes, et même pas entre elles-mêmes. Mais la police a également conclu qu'elles s'étaient donné la mort, malgré l'absence de preuves solides pour étayer cette hypothèse. Ce qui est encore plus troublant, c'est que dans plusieurs de ces cas, une voiture blanche ou noire a été aperçue suivant les victimes avant leur décès. Officiellement, cette affaire est considérée comme close. 7 décès malheureux sont survenus en seulement 2 mois dans une même ville, mais chacun a reçu une conclusion officielle de la police, et ce malgré les incohérences qui les entourent. Ces incohérences, justement, elles ont poussé beaucoup de gens à s'interroger. Est-ce vraiment ce qui s'est passé ? Et justement, maintenant nous allons parler des hypothèses et des rumeurs qui entourent cette affaire. La première tourne autour des Yakuza. Puisque plusieurs victimes appartenaient à un gang de motards, certains ont pensé que les Yakuza pourraient être impliqués. Une rumeur raconte que ces garçons auraient attaqué la fille d'un chef de gang et que leurs morts survenues les unes après les autres auraient été orchestrées comme une vengeance. Mais ça ne tient pas debout. Il n'y a aucune preuve, aucune trace d'une fille qui aurait été harcelée par les garçons. Dans une autre version, les garçons auraient volé quelque chose. Mais quoi ? On n'en sait rien. Et là encore, ça ne tient pas la route. Est-ce qu'on imagine vraiment les Yakuza suivre ces jeunes en voiture pendant des semaines, voire des mois avant de passer à l'acte ? Passons maintenant à une hypothèse qui va plus avec l'ère du temps, la théorie du complot. À l'époque, l'Institut de recherche du réacteur nucléaire de l'Université de Kyoto, situé à Kumatori, était au centre d'un débat sur l'avenir de cette énergie au Japon. Un groupe de chercheurs surnommé les 6 de Kumatori mettait en garde contre les dangers de cette énergie et militait pour que le Japon l'abandonne. Le nucléaire a toujours été un sujet sensible, ici, au Japon, et ce n'est pas la première fois que des théories du complot émergent à ce sujet. Dans l'histoire récente, on a souvent accusé ceux qui défendent cette énergie de recourir à des méthodes douteuses pour maintenir leur influence. Certains pensent que c'est exactement ce qui s'est passé à Kumatori. Les jeunes victimes auraient été éliminées pour détourner l'attention du débat de plus en plus intense autour du nucléaire. Ces morts mystérieuses auraient monopolisé l'attention des habitants et des médias, reléguant la controverse sur le réacteur au second plan.
Et ce n'est pas tout. Cette théorie suppose aussi que des pots de vin auraient été versés à la police pour classer ces décès comme des suicides, empêchant ainsi toute enquête approfondie. Ce qui renforce cette théorie pour certains, c'est qu'après le dernier décès, l'Institut du réacteur a officiellement annoncé la poursuite de ces opérations. Et étrangement, après cela, plus aucun décès suspect n'a été signalé. Est-ce une coïncidence ? Peut-être, ou peut-être pas. Mais il existe une autre hypothèse, beaucoup plus rationnelle et terre-à-terre. Prenons les premières victimes, X et Y. Ils seraient morts d'une insuffisance cardiaque causée par l'inhalation de Finner, une pratique risquée mais malheureusement courante à l'époque. A, lui, traversait une période difficile. Il était sans emploi et il semblait affecté de voir ses amis avancer dans la vie pendant qu'il stagnait. Quant à B, il est tout à fait possible qu'il ait été finalement bien plus touché, perturbé par la disparition de son ami. Ces tragédies peuvent parfois déclencher un effet domino, qu'on appelle aussi l'effet Werther. Un décès peut en entraîner d'autres, comme par imitation. C était un autre ami du groupe. Il aurait pu être influencé par ça. Lui aussi consommait du Finner, ce qui pourrait avoir affecté son état d'esprit. Et à ce stade, avec toutes ces morts qui s'enchaînent, les médias locaux commencent à s'emparer de l'affaire. Certains pensent que c'est cette médiatisation qui aurait pu influencer D puis E à passer à l'acte à leur tour. Mais dans le cas de E, un élément revient souvent. Cette voiture noire qu'elle disait avoir vue. Était-ce une simple illusion, une manifestation de stress ? Peut-être qu'elle n'allait pas aussi bien qu'elle le laissait paraître. Et même là, même s'il s'agit de l'hypothèse la plus rationnelle, comment on peut expliquer les mains attachées dans le dos et la pendaison à l'aide d'une chemise à un arbre beaucoup trop haut? Oshimaï. J'espère que cet épisode vous a plu. Bien entendu, cette affaire continue de faire parler sur les réseaux sociaux et je pense que ça continuera pendant encore pas mal de temps. Pour ma part, je ne crois pas à la théorie des Yakuza. Déjà parce qu'il n'y a aucune preuve. Cette histoire de fille qui aurait été agressée par les garçons, elle sort de nulle part. Cette chose qu'ils auraient volé à un gang de Yakuza, la même chose. On ne sait même pas de quoi il pourrait s'agir. Par contre, celle sur le nucléaire, je me dis peut-être. Quand il s'agit d'argent ou de pouvoir, certaines personnes sont capables de tout. Pour elles, la mort d'innocents, c'est qu'un détail. Donc c'est possible. Après, la troisième théorie, ça pourrait être ça aussi. Une sorte de réaction en chaîne, une psychose collective. Imaginez un peu l'ambiance dans cette ville à l'époque. Les décès qui s'enchaînent, les rumeurs qui sortent de partout, les médias qui en rajoutent. Parfois, il suffit vraiment de très peu pour que quelqu'un bascule. Mais même cette hypothèse n'est pas satisfaisante. Elle ne répond pas à toutes nos questions. Alors cette partie, je l'ai enregistrée plus tard. En travaillant sur le montage, une hypothèse m'est venue en tête et je me devais absolument de vous la partager. Peut-être que ce qui s'est passé est un mélange de plusieurs affaires. Des accidents, comme les morts de X et Y à cause de la consommation de Finner. Des suicides, comme celui de A. A était un adolescent. Il n'avait pas de travail. Il avait quitté l'école. Et il venait de perdre 2 amis proches. Et il avait aussi des dettes. Aussi minimes qu'elles étaient pour l'adolescent, c'était bien trop. Il n'avait certainement pas la capacité émotionnelle d'aller au-delà de tout ça et de se dire que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. À cet âge et même plus tard, ça peut arriver. Et pour les autres, eh bien, peut-être qu'une personne mal intentionnée a profité de la situation pour commettre des crimes, en se servant de ce climat tragique comme couverture, et puis la police devait être dépassée et fatiguée. C'est une hypothèse comme une autre. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Quelle théorie vous paraît la plus crédible ?
Venez en discuter dans les commentaires ou sur le serveur Discord. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur vos réseaux ou avec vos proches. Merci d'avoir été là, de m'avoir donné de votre temps et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.